Allez, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC, messieurs. Avec moi aujourd'hui, on a encore une belle bande de titulaires qui sont présents. On a toujours les attaquants avec les violets.com, JB et Samuel. Joli duo d'attaque. Comment ça, les gars? Ça va bien, salut Camille, salut à tous. Salut tout le monde. En milieu de terrain, on a toujours nos deux travailleurs avec Nathan et Vincent. Comment ça va? Salut à tous, ça va? Ça va, je voudrais passer une petite dédicace si tu me le permets. Ça va. Alors, une dédicace donc à tous les chômeurs de Winamax Sport et de la FFL qui sont perdus parce qu'on gagne des matchs et qui n'ont plus rien à tweeter. Voilà, la bise orageux. En défense, on a Yves qui sera tout seul aujourd'hui à gérer toute la défense. Comment ça va, Yves? Écoute, ça va, content de retrouver il est coulouriste des violets.com. Moi, je vais faire une petite dédicace aussi au début. Je la dédicace à Mehdi, cette émission, parce que Mehdi, le pauvre, la semaine dernière, à 19h45, il a appris qu'il allait animer l'émission, parce que j'ai eu un empêchement de dernière minute. Donc, je trouve que voilà, il a fait le taf et du coup, je le remercie énormément. Je lui dédicace cette émission parce qu'il m'a enlevé une belle épine du pied. Voilà, messieurs, avec moi aujourd'hui, du coup, ça s'est fait le programme, pardon. On va bien sûr débriefer nos deux matchs, Niort et Nancy. On fera aussi la preview pour Guingamp samedi. Mais avant, on aura quelques news parce qu'on va parler un peu du futur mercato. On va parler de l'équipementier. On va toucher rapidement, mais très rapidement, un mot aussi sur la Coupe de France. Et je pense qu'on arrivera vers les coups de 21h. On pourrait tous aller voir Manchester PSG tranquillement dans notre canapé. Messieurs, on est parti pour cette 93e émission, 92e, je ne sais plus. Je crois que c'est la 93e. Ça file, ça file. Exactement, bientôt la 100e, il va falloir qu'on prépare quelque chose. Allez, on dit ça toutes les semaines. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Ah, Maga de la tête! Incroyable! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Allez, on lance celle-là, les gars, avec une première petite news. Stefano Vecchia arrive en fin de contrat dans son club. On lui aurait proposé un contrat pour le TFC. C'est un ailier droit qui peut jouer aussi à gauche. Il a 25 ans, 11 buts, 7 passes d'ess en 25 matchs l'année dernière. C'est les Violets, vous avez sorti cette info. On va côté scandinave encore une fois. Ça sent le profil intéressant quand même quand on voit juste les stats pour voir ce que ça donne. On a dévoilé l'info. Enfin, effectivement en France, on l'a mise, mais c'est surtout la première source, c'est une source. La dépêche. C'est une source suédoise qui est sûre et qui est d'ailleurs très bien placée. Et même le joueur l'a confirmé. Il dit voilà. En fait, il est en fin de contrat là. Actuellement, là, il est plus sous contrat. Et effectivement, il a confirmé avoir reçu une proposition de 3 ans du TFC. Je crois que bon, ça peut représenter en tout cas un joueur qui va nous intéresser parce que dans son positionnement, on publiera demain sur le site avec nos amis de l'excellent compte Twitter Nordisk Football qui suit tout le football scandinave, une présentation de ce joueur. Et ce qui est intéressant au-delà de ses statistiques, et parce que personne ici regarde, je pense, le football norvégien, enfin le football, pardon, pourquoi je dis norvégien, le football suédois. Mais ouais, suédois. Mais voilà, c'est surtout en fait, c'est un ailier droit qui a joué tout le temps ailier droit jusqu'à la saison dernière et qui depuis cette saison a joué ailier gauche. Donc c'est un polyvalent. Ils nous ont indiqué dans leur interview que selon eux, il peut aussi aider dans l'axe dans un rôle de milieu offensif, milieu avancé. Voilà, et que c'est un bon joueur, voire un très bon joueur qui est scruté et observé par de très bons clubs suédois, parce qu'il faut savoir qu'il est dans un club assez modeste en Suède et que les meilleurs clubs suédois aimeraient le recruter pour gratuit, dont aussi le TFC. Ouais, c'est vrai que cette idée de fin de contrat, parce que c'est des contrats qui arrivent maintenant à terme maintenant, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. La transition est toute faite, mais on reste en Suède parce que apparemment il y aurait un accord avec un nouvel équipementier pour le TFC. Adieu Joma et bienvenue à Kraft. Rien n'est officiel, bien entendu, encore. Mais du coup, lien de cause à effet peut-être, la Suède et Kraft, j'en sais rien. Non, il y avait des discussions depuis plusieurs semaines avec avec Joma. Et, Pardon, j'ai pas la prononciation. ouais, il y avait avec Joma et a priori, il y avait
ça a été fait. Les représentants de la marque suédoise étaient hier présents au stadium pour signer l'accord. Il faut savoir que Kraft, en football, sponsorise un club de Détroit allemande. Dresde, exactement. Mais surtout, il sponsorise depuis cette saison le Phoenix Handball à Toulouse. Donc, il y aura a priori 2 clubs qui sont sponsorisés par Kraft la saison prochaine. Ça n'a pas effectivement été officialisé par le TFC. Ça n'a pas non plus été démenti. Voilà, après, j'ai vu, c'est assez marrant parce que c'est une information qui a quand même fait parler et j'ai quand même vu pas mal de supporters assez déçus. Alors, je sais pas, mais voilà, en tout cas, je m'y attendais pas en mettant ce genre de news et ça a quand même fait pas mal parler. Voilà. Il y en a pas mal qui mettent, oui, on aurait dû avoir Puma, on aurait dû avoir Nike, Adidas, parce qu'ils voient surtout la grande marque. Il y a un tweet, je ne pourrais pas le citer parce que j'ai oublié le nom, mais il y en a un qui avait mis si Kraft vient chez nous, il sera peut-être le premier, enfin, il sera peut-être un peu pionnier en France dans un club un peu de l'élite. Et on pourra peut-être avoir des t-shirts, enfin, des trucs haut de gamme. Et moi, je trouve que c'est pas forcément faux ce qu'il ou elle a dit, je ne sais plus, parce que ça peut être pas mal plutôt que d'avoir du Nike bas de gamme. Je ne sais pas. Yves? Après. C'est sur le même type de partenariat qu'avec Joma, en fait. C'est-à-dire que ce sont des marques qui n'ont pas d'énormes clubs et qui donc vont pouvoir mettre au service du club, du design, etc. Et tu ne vas pas te retrouver avec le maillot violet et blanc contre toutes les équipes en violet et blanc qui jouent, qui sont chez Nike ou comme ça. Donc, c'est ce côté-là qui reste intéressant. Après, voilà, ça va être costaud quand même parce que Joma a plutôt fait du très, très bon boulot sur le partenariat avec le TFC. Donc, il y a du niveau pour continuer à rester sur ce haut de gamme-là qui fait quand même que depuis quelque temps, on voit beaucoup de matos du TEF circuler en ville, surtout sur les gammes entraînement et pré-match qui ont énormément plu. Et que il faut reconnaître qu'ils ont quand même fait des très beaux maillots sur le partenariat avec Joma. Donc derrière, on verra ce que ça va donner avec Kraft. Mais dans la mesure où tu restes sur le même type d'entreprise, ça reste des partenariats qui peuvent être intéressants en termes de design, etc. Parce qu'il y a beaucoup plus de liberté. Ouais, en plus, je trouve qu'il y avait de la qualité chez Joma. Enfin, JB porte d'ailleurs le maillot jaune là, mais je trouve que les maillots étaient assez de bonne qualité, contrairement à certains sponsors qu'on a eu, comme par exemple Ernest. C'est pas Ernest. Hein. Ouais, voilà. Je pense qu'on a eu les mêmes maillots, Samuel. Je sais pas, j'ai un maillot Ernest. Tous mes maillots. Paradoxalement, Ernest, c'est l'époque Ernest, c'est l'époque où on fait 4e avec Gignac qui met 24 buts. Ouais, j'ai le maillot là. Moi, j'en ai un dédicacé par André-Pierre Gignac. Celui-là, je peux te dire qu'il vaut cher. C'est celui-là du 12 ans, la taille. Et celui-là, je peux te dire qu'il vaut une petite paire de billets. Tu le mets tu le mets encore ou c'est pour ton... Ouais, en pyjama, ouais. 12 ans, 12 ans, c'est pile ma taille. Allez, on s'égare, les gars. On va enchaîner. JB est en train de nous sortir tous ses maillots derrière. J'ai le même que Gignac dédicacé pareil. Là, j'ai Cédric Fauré, si tu veux. En fait, la boutique, c'est chez JB. C'est pas au stadium, mais… Là, j'ai Manu Koné dédicacé. Mais toi, il te les envoie. Toi, t'es au-dessus du panier. Il te les envoie direct. Le maillot d'Angers, quand même, les amis. Celui-là, il est collector. Ouais, celui-là, il est incroyable. Allez, messieurs, on enchaîne. Coupe de France. Ce matin, un ministre nous dit que c'est annulé. Le Gret, cet après-midi, nous dit que ça va être maintenu. Nathan, je me rends vers toi. Est-ce qu'il te tarde d'aller en Vendée te faire gazer? Ouais, ça va nous manquer un peu. Après, c'est logique au vu de la situation. Les clubs amateurs, ils n'ont pas joué depuis le mois d'octobre et le 5e tour. Donc, le retour à la compétition, ça semble difficile pour eux. Donc, la décision, elle est logique, quoi. Enfin, ça me semble pas forcément possible de terminer la compétition jusqu'en juillet, étant donné qu'il y a l'Euro après. Donc voilà, ça va nous manquer la petite élimination à Romorantin, on va s'y priver, mais on va s'y habituer. Peut-être que cette année, on aura pu gagner la Coupe de France. Cette année, c'était nous les petits. On vient de Ligue 2. Et oui, on n'était pas favoris. Ouais. Allez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de nos petites news. Maintenant, il est l'heure de trancher dans le vif. Pour gagner des matchs,
faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! On va entamer avec le premier débrief, le premier match de la semaine qui était TFC Niort, qui s'est déroulé samedi au Stadium à 15h. On va attaquer d'entrée déjà, on va se remettre dedans. Je vais vous redonner la compo. Donc, on avait Dupé, Amiens, Diakité, Gabriel, Selmorera derrière, avec Spirin, Koné, Van Den Boomen au milieu de terrain, Adli, Ilé et Antiste devant. On avait un 4-3-3 et pas un 3-5-2. Garand nous l'a expliqué suite. Comme Machado était absent, du coup, il a préféré mettre un 4-3-3 en place. Le film du match, rapidos, ouverture du score de Niort. 5 minutes après, Van Den Boomen, mais ça frappe à 25 mètres que Yves avait sûrement pronostiqué. 2 minutes après. 2 minutes après. Il nous met sa petite frappe à 25 mètres. Puis un peu quart d'heure de la fin, quart d'heure de la fin, Van Den Boomen qui trouve d'une magnifique ouverture, Rhys Ilé qui en contrôle enchaîne petit filet, 2-1 pour le test. Une victoire dans la difficulté. Victoire quand même. Messieurs, par rapport à ce match, ce premier match, on va vraiment se focaliser pour l'instant que sur TFC Niort. Qu'avez-vous pensé? Quel était votre ressenti devant votre télé? Moi, personnellement, je me suis un petit peu ennuyé, mais je me suis dit qu'à la fin, on avait les 3 points et que c'était juste ça qui m'intéressait au final. Est-ce que vous êtes un peu dans le même avis? Ouais, si tu compares avec le match de Nancy, par exemple, c'est vous chercher. C'était un match assez brouillon quand même. Au début, on a cru que ça allait être le scénario classique du TFC ces derniers temps, par un match un peu foufou avec des buts de partout. Finalement, ça s'est vite calmé après les 10 premières minutes. C'était un match qu'il fallait gagner au final. C'est les matchs un peu ternes où il faut savoir prendre des points, genre de match où les autres années, on perdait beaucoup de points. Ouais, le premier but qu'on prend, messieurs, on a un pressing très haut de la part de nos Toulousains qui se font prendre un peu dans le dos et du coup, un centre côté droit où on a Amiens qui est un petit peu à la bourre, Diakité qui ne sait pas trop se positionner parce qu'il essaie de couvrir l'axe, il ne veut pas trop dézonner non plus. Bon, au final, on prend un but de la tête. On a quand même vu un mauvais placement défensif de la part de nos centraux suite à un manque d'automatisme ou peut-être l'habitude du 3-5-2, de repasser à 4 derrière, peut-être un peu de… Sur le 4-3-3, tu te rends compte que l'équipe était un peu perdue en début de match. Parce que moi, j'ai vu Morera défendre très haut comme il a l'habitude de faire, enfin jouer très haut comme il a l'habitude de faire en piston. Sauf que sur un 4-3-3, tu peux pas te permettre les mêmes largesses que quand tu joues en 3-5-2. Tu n'as pas les mêmes positionnements. Et donc, il se retrouve sur le premier but à être au pressing tellement haut que le bloc est coupé en deux. Il se fait prendre dans le dos par les Niortais et ça part de son côté où les mecs débordent et déboulent complètement. Après, le centre est magnifiquement ajusté. Il y a un peu de largesse sur le marquage parce qu'on n'est pas très attentif. Amiens est à la bourre quand même. Oui, mais c'est ce que je te dis. Il y a de la largesse. On n'est pas attentif. C'est un manque d'attention là-dessus et peut-être un manque de vitesse aussi parce qu'on a été très souvent pris en vitesse sur les côtés, notamment Amiens qui a eu beaucoup de mal par rapport aux joueurs très vifs de Niort. Et voilà, après, le centre est magnifique. Ouais. On ne peut pas l'enlever. Le centre est beau. Et Dupé n'est pas exemple de tout reproche sur son placement non plus sur cette action-là quand même. Niort, quand même, dans le match, messieurs, vous allez me dire ce que vous en avez pensé, ne nous a pas mis en grande difficulté. À part le but, je n'ai pas le souvenir non plus de beaucoup d'occasions niortaises. JB, je te vois lever les yeux. Non, alors ça dépend ce que tu appelles dans danger. C'est-à-dire, si tu comptes le nombre d'occasions, on n'a pas non plus mis beaucoup de danger à Niort. Je suis d'accord. Nous, on était juste plus réalistes. On a été en difficulté. On a été en difficulté sur les longs ballons. On a été en difficulté défensivement. On a été en difficulté dans le scénario. Et heureusement que Van Den Boomen trouve
franchement, cette frappe qui est venue de nulle part, c'était même pas une occasion. Il marque même pas sur une occasion, Van den Bomen. C'est une belle frappe, c'est magnifique, c'est somptueux et il nous remet tout de suite dans le match, là où peut-être qu'on aurait pu douter. Mais c'était un match où, en fait, les deux équipes n'ont pas forcément été super bonnes. On était un peu plus réaliste et efficace que Niort. Mais défensivement, et après, on va venir au match de Nancy, mais défensivement, c'était pas bon. C'était pas bon. C'était pas bon. C'est aussi l'avantage du TFC cette saison, c'est que tu as l'impression que on a vraiment mis le doute très loin et que l'équipe ne doute jamais sur le terrain. Tu vois, Pourvu que ça dure. Ça lâche rien et tu as l'impression que peu importe ce qui se passe dans le match, il y a toujours au moins un mec qui va être capable de remettre l'équipe dans le sens du match. On le verra après avec le retour sur Nancy, mais tu as 2 fois le cas aussi face à Nancy où voilà, ça lâche rien et tu as cette espèce de grinta et de confiance dans leur capacité qui fait que justement on arrive à se sortir de matchs mal engagés et à aller prendre des points là où on avait l'habitude de s'écrouler complètement les saisons précédentes. Après, sur ce match contre Niort, ce qui en analyse, c'est que le duo en 4-3-3, enfin en défense à 4, peu importe, Gabrielsen Diakité, c'est fini, il ne faut plus le mettre. Ça marche pas. On l'a vu en Ligue 1, on l'a vu en Ligue 2, c'est bon messieurs, ça ne marche pas. C'est bon. C'est les deux mêmes profils déjà, donc c'est deux si tu veux mon avis, celui qui est le plus à pointer du doigt des deux, ça reste quand même Gabrielsen parce que moi je suis un package quand même. Hein. Non, parce que Diakité, je suis moins sévère avec Diakité parce que Diakité, il mine de rien, mais on a peut-être tendance à l'oublier parce qu'on le voit depuis un moment, mais c'est quand même un jeune joueur. Alors oui, il a un peu d'expérience en Ligue 1. Ça n'a pas été incroyable. Il faut savoir qu'à la base, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est un latéral qu'on a fait se repositionner dans l'axe. Alors, ça fait un bail qui joue dans l'axe quand même. Hein. Oui, mais à la base. Le repositionnement est vieux. Hein. Oui, d'accord, mais ça, c'est la spécialité du TFC, de faire jouer des joueurs qui ne sont pas à leur poste quand on. Donc, je sais pas, moi, j'ai tendance à croire que Diakité, c'est pas un mauvais joueur, mais Gabrielsen, je suis pas. C'est intéressant ce que tu dis, Samuel, parce que Gabrielsen, on l'a mis quand même, je l'ai mis dans mes notes, on l'a mis un peu sur un piédestal. Il est passé capitaine, l'intersaison, il a beaucoup parlé, etc. Il a fait quelques matchs l'année dernière. On dit que c'est un guerrier, un viking, un machin. Moi, je suis désolé, alors là, je vais peut-être être un peu violent, et vous allez me dire, vous êtes d'accord. Moi, il joue même plus avec la Norvège. Mais depuis le début de la saison, Gabrielsen, sortez-moi un bon match de sa part. Non. Sortez-moi un bon match de sa part. Sors-moi un bon match de la défense réellement. Oui, hein. Bien sûr. La défense, il n'y en a pas non plus. Donc, voilà. Il y a Rouault quand même. Contre Amiens, tu ne peux pas dire que défensivement, mis à part les 20 dernières minutes où tu subis et encore, voilà, contre Amiens, à la limite, c'est là où on fait notre meilleur match. Défensivement, c'est peut-être là où on a le moins serré les fesses. Mais parce qu'Amiens était inoffensif, surtout. Oui, voilà, mais peut-être. Après, ils ont eu quelques occasions quand même. Dupé, il en sort de belle. Mais globalement, Mais messieurs, Samuel, juste une question. Le fait que Gabrielsen, qu'on a eu un débat Rouault, Diakité, là, on va créer l'abcès aussi, mais on a même dit d'ailleurs dans nos débats sur ça que peut-être que ça jouait plus entre Diakité et Gabrielsen. Moi, j'ai une question pour vous, c'est est-ce que le fait que Gabrielsen soit capitaine, du coup, il n'est pas un peu intouchable, alors que si on devrait peut-être en sortir un quand même, ça serait peut-être un peu lui, non? Enfin, je ne sais pas. Mais après, c'est une question de cohérence avec le coach. Est-ce que c'est pas facile parce que celui qui désigne le capitaine jusqu'aux dernières nouvelles, ça reste quand même l'entraîneur. Est-ce qu'il va quelque part, c'est une forme de désaveu de mettre son capitaine sur le banc, tu vois. Il faut vouloir se désavouer publiquement aussi, tu vois. C'est pas facile pour Garand. C'est une relation de confiance qu'il établit avec chacun des joueurs et Gabrielsen en fait partie. Il en fait, comme tu disais, le club même en général en a fait un peu avec Antiste un des éléments majeurs de ce fameux la reconquête, reconquérir le stadium tutti quanti. C'est pas évident. J'entends que pour Garand, c'est pas évident de se désavouer et de dire que bon, je me suis peut-être trompé en le mettant capitaine et force est de constater que voilà, il est pas bon cette saison ou alors est-ce qu'il est au moins pas bon dans son duo avec Diakité. Mais il est pas bon avec Diakité, il est pas bon avec Rouault.
Enfin, il n'est pas moins qu'Amiens, enfin, au bout d'un moment. Donc, s'il Voilà, est ouais, on va laisser oui, la saison. Moi, voilà. mon discours est cohérent. Mais il faut avoir. Samuel, tu vois. Est-ce que les autres avoir sont le courage de vraiment... le désavouer. Est-ce que les autres sont vraiment nettement meilleurs que Gabrielsen? Alors, à part non, Roux qui a non, fait mais un bon match, les autres. Non, mais par contre, ils ont tous fait au moins un bon match. Oui, et ils ont tous tourné, à la différence que Gabrielsen, non. Nathan, on t'a pas trop entendu sur le débat Gabrielsen. Toi, ton avis sur notre Toulousain? Ben, effectivement, on l'a vu depuis le début de la saison qu'il est souvent passé au travers. Après, on est d'accord que défensivement aussi, je suis assez d'accord avec lui, il n'y en a pas un qui sort du lot et qui pourrait entrer en concurrence avec lui. On pourrait imaginer le laisser sur le banc, mais former une défense, parce que sachant qu'on va revenir à 3 derrière, avec Rouault, Diakité, étant donné que Diakité est revenu il n'y a pas longtemps et que les deux sont assez jeunes et n'ont pas trop d'automatisme ensemble, ça me semble difficile d'imaginer laisser Gabrielsen sur le banc. Donc, Ouais, moi je trouve qu'il y a un vrai, enfin, pas un fardeau, c'est un peu fort, mais il y a un, je sais pas, il y a un truc ça va poser problème, je pense, au bout d'un moment, ce côté Gabrielsen. Il va falloir qu'il se réveille. Nos deux ailiers, messieurs, le 4-3-3 avec nos deux ailiers, donc on avait Antiste et Adli. Mais là, pareil, hein, personnellement, je pense que les deux ne sont pas faits pour jouer sur les côtés. Enfin, c'était quand même, leur rendement n'était pas forcément bon. Antiste est quand même largement meilleur dans l'axe, Adli aussi. Je trouve que là, c'est des solutions plus de secours. C'était pas vraiment top. Peut-être justement pour ça aussi qu'on a proposé un contrat au fameux joueur de Suède. Mais là, on n'a pas de vrais ailiers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous avez apprécié leur prestation en tant qu'ailier à Adli et Antiste? On avait vu déjà en début de saison, il me semble que c'était à Dunkerque où que Antiste avait été placé de ce côté-là. C'est des joueurs qui ont besoin d'avoir un neuf à côté, de tourner autour c'est des joueurs d'axe, quoi. Donc les placer sur le côté, c'est un peu gâcher ce qu'ils pourraient apporter dans l'axe. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir dans le futur un joueur capable de jouer sur ce côté-là. Mais c'est vrai que après Adli a apporté un peu plus de disponibilité comparé à Antiste qui était un peu plus enfermé et voilà qui a pas forcément été mauvais non plus, mais qui était pas présent comme on a l'habitude de le voir. Donc avant qu'on enchaîne, Vincent, tu avais des réactions de nos. Oui, ça réagit pas mal, hein. Ça refait pas mal la compo, le dispositif. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette défense à 4 n'est pas validée et que Antiste unanimement catastrophique sur le côté, que ce soit Florian, Flo, Bernard, beaucoup de gens réagissent sur ils valident pas. Clairement, ils valident pas. Pour eux, système à 3 en défense, c'est le mieux et les ailiers comme ça. Mais on l'a déjà vu en début de saison contre Dunkerque. Et puis de toute façon, quand Patrice Garande fait une interview et quand on lui parle de ce 4-3-3, il dit « j'ai pas d'ailier ». Donc, il va retrouver Saïd bientôt d'ailleurs, JB, si je dis pas de bêtises, parce que Saïd, il va retrouver bientôt Wesley Saïd parce que t'as le temps. Non, mais il le retrouvera au mois de mars. Il le retrouvera au mois de mars, Wesley Saïd. En attendant aujourd'hui. Peut-être pas en mars. Pour le 3e confinement, non? Ah si, il le retrouvera en février ou mars, bien sûr. Mais c'est il n'y a pas d'ailier dans ce groupe-là. Donc Ngoumou, tu ne le considères pas comme un ailier? Oui, mais on l'a vu. Oui, mais tu peux toujours trouver un ailier. Même Rissili, il peut jouer ailier. Vakoun Bayou, il peut jouer ailier. On a vu Janis Antiste, Amin Adli. Ngoumou, tu peux le mettre aussi ailier, effectivement. Et Ngoumou, c'est effectivement peut-être le joueur qui est formé au poste d'ailier droit. Et pour démarrer un match, on l'a bien vu contre Dunkerque sur la première journée, c'est léger. On est léger, c'est bien sur des fins de match. On a besoin de percussion, on a besoin un peu de folie, on a besoin un petit peu. Oui, bien sûr, mais pour démarrer une rencontre, ce schéma tactique, on n'a pas de joueur dans ce schéma tactique. Le seul qui pourrait jouer ailier dans ce schéma tactique, c'est celui dont on était obligé de se passer côté gauche. Machado pourrait avoir le profil pour évoluer à ce poste-là dans sa capacité de vitesse et sa capacité de centre. Mais justement, on joue en 4-3-3 parce qu'il n'est pas là et c'est là où c'est problématique. Et ce qui est problématique pour moi aussi, c'est que Antiste et Adli, qui sont capables de jouer en tournant autour d'un 9, il va falloir quand même qu'ils travaillent à ce niveau-là sur leur capacité à déborder et à prendre des centres qui est quasiment inexistante à l'heure actuelle.
parce que justement, quand tu tournes autour d'un mec dans l'axe, il faut aussi être capable par moment de s'excentrer, de dézoner et d'aller chercher les côtés pour élargir les défenses et pouvoir piquer dans l'axe après. Donc, c'est une palette qu'il faut qu'ils travaillent pour l'ajouter à leur corde parce qu'ils ont les capacités techniques pour le faire. Adli le fait un peu mieux. Il avait fait notamment. Adli, voilà. Voilà. Et Adli a marqué un très beau but de la tête contre Valenciennes qui vient d'un centre de la gauche de Machado. Donc, ça prouve qu'il est capable d'être présent dans la surface et de la tête, attention. VDB, Van Den Boomen, on a tendance à dire qu'il excelle quand on est médiocre et qu'il est moins bon quand nous sommes bons. Ça, c'est Samuel qui a cette petite théorie. Samuel, tu valides ou pas pour Niort? Je rends à César ce qui est à César. C'est à Arthur Strobel des Violets.com qui avait sorti cette phrase que j'ai trouvé très juste. Et je valide sur le match contre Niort. Van Den Boomen, force est de constater qu'encore une fois, il nous sort d'une sacrée panade parce que mine de rien, le match, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au bout de 7 minutes, on prend un 0, on se dit allez, dans quelle panade on est encore allé sourrer. Et puis comme JB le dit, c'est même pas une occasion. Il frappe de 25 mètres. Et, voilà, exactement. Il frappe de 25 mètres, ce qui moi me ravit. Par contre, ça je voulais en parler. Il frappe de 25 mètres et puis il trouve la lucarne. Voilà, ou le petit filet. Ça c'est quelque chose qui, je pense, mériterait qu'on s'approfondisse un peu dessus. Parce que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, ou il y a 2 ans, c'était pas vraiment la mode au TFC de tenter des frappes lointaines. Il y a eu Mboula qui tentait. Voilà, il se trouve que depuis l'arrivée de Patrice Garande, qui est quand même un ancien attaquant, qui doit sans doute bosser avec les attaquants et qui doit essayer de les faire bosser là-dessus, de leur dire de prendre leur chance et tout ça, on voit des buts de loin et il se trouve que quand on tente, ça rentre. Alors là, on a de la réussite. Mais hier, le but d'Adli, c'était quelque chose. Gianni Santis a mis un super retourné. Et là, Van Den Boomen, il prend sa chance et c'est ce qui nous manquait. Et dans le jeu, sinon, qu'est-ce que tu veux dire? Il met un but incroyable, il met la passe décisive. Voilà, terminé. Tu peux dire ce que tu veux, il a fait le taf. Ça confirme la théorie. On a été très moyen. Van Den Boomen a été bon. Sauf que il a inversé la tendance. Pour une fois, on gagne en plus. Alors que d'habitude, il était bon, on était mauvais et on perdait. Et là, il y a 3 points au bout. Donc, il a été décisif. Voilà. Après, on le sait que c'est un super joueur, que techniquement, il est au-dessus du lot et que pour moi, il est même au-dessus du lot de la Ligue 2. Je pense que c'est pas loin d'être un des plus beaux techniciens qu'il y a dans ce championnat. Il a un pied incroyable, vraiment incroyable, et il est toujours très juste dans son intelligence de jeu. L'Ajax, format l'Ajax, ça aide. On a fait à peu près tous les secteurs. Vous allez voir venir. Il nous en manque un. C'est ce fameux but d'Ilé, les gars, la prestation de Rissilé, qui était pour la première fois titulaire dans le 11 toulousain. D'ailleurs, sur son but, messieurs, le repli défensif de Niort est à montrer dans toutes les écoles de foot et il ne faut jamais reproduire ça. C'est honteux leur repli défensif. Je ne sais pas si vous vous rappelez du but, mais déjà, en latéral gauche, il est 10 mètres derrière, il a la ramasse, il revient, l'autre redescend, paf, Van Den Boomen trou de l'intervalle. Et après, on laisse parler l'instinct du buteur parce que d'empêche, le contrôle frappe est assez magnifique. Ils ont bossé les replis défensifs avec la défense du TEF. Tu as dit quoi, Nathan? L'appel aussi. Ouais, l'appel est bon. On avait un vrai appel de buteur pour le coup. On va pas trop s'enjailler de suite sur Ilé parce qu'on va aller partir sur Nancy bientôt. Mais sur ce match-là, on lui a demandé d'être décisif. Il a eu une occasion, un but. Après, ça sauve son match. Ça sauve son match parce que force est de constater que le contenu, le reste du temps, il est pauvre. Il est pauvre et ce garçon, ce qu'il propose techniquement, c'est très pauvre. En première mi-temps, c'est pas du niveau d'une Ligue 2. C'est pas, les appels de balles sont pas bons. Je trouve que balle au pied, il respire pas la sérénité. Et force est de constater que depuis 2 matchs, il nous plante 2 buts, il obtient un péno. Voilà, c'est de l'ordre de. C'est de l'ordre du Giroud Benzema. Voilà. Non, mais c'est ça. L'idée, c'est un peu ça. C'est
Tu mets Giroud, les détracteurs de Giroud disent que c'est moche quand il y a Giroud, mais Giroud, il marque. Mais ok. Écoute, ce que je te propose, Sam, c'est qu'on va enchaîner sur Nancy TFC. On va essayer d'analyser un peu plus en profondeur tout ça bien sur sûr. Ilé, parce que là, en plus, on l'a vu tout seul dans un système en 4-3-3, donc en vrai numéro 9, donc c'est jamais évident. Et là, dans le fameux 3-5-2 Garande, avec Bayo. Donc, messieurs, on va enchaîner sur Nancy TFC. Juste avant qu'on enchaîne rapidement, les tops, les flops. Si je vous mets Van Den Boomen et Ilé en top, et en flop, Gabriel Sendiakité, ça vous va? Manu Koné, moi, je te rajoute. Manu Koné aussi? Je te rajoute Manu Koné dans les tops, parce que ce garçon, lui, par contre, ça se voit qu'il n'est pas à sa place. Chaque ballon qui récupère, je trouve très sévère le 4 sur 10 qu'il a eu hier à Nancy, parce qu'en première mi-temps, quand on est minable, c'est le seul qui est bon. Techniquement, c'est quelque chose, il a 2 crans au-dessus de tout le monde. Puis voilà, donc c'était mon petit coup de cœur pour Manu Koné. Et pour les flops, le système, le 4-3-3 aussi peut-être, même si c'était par rapport à l'absence de Machado. Donc c'était des cons, c'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. On enchaîne. Nancy TFC, on part en Lorraine, mardi 19h. Du coup, retour au 3-5-2. Je vous donne la compo rapide de hier soir. Donc, Dupé, Moreira, Gabriel Selongo, Spearing qui était de retour, Sana, Deyegereux, Koné, Machado, Ilé, Bayo. Retour au 3-5-2. 8 ans, première mi-temps un peu soporifique. Apparemment, je ne l'ai pas vu malheureusement. Moi, j'étais à l'entraînement, donc j'ai vraiment vu que la deuxième. De ce que j'ai pu voir en résumé, il y a le but de Nancy. Après, il n'y a pratiquement rien d'autre. Donc, je pense qu'on a. T'as rien loupé. On a bien résumé la première mi-temps. Seconde mi-temps, j'ai mis le show Ilé, messieurs, parce que un bon jeu d'au but de Bayo. D'ailleurs, on va en parler, mais pour moi, une des seules choses intéressantes de ce que j'ai vu dans le match. Il lance côté droit des Jagereux qui le trouve sur un centre avec un super appel de balle et un contrôle, une frappe, un but. Deuxième but, ouverture des Jagereux. Magnifique pour Ilé qui va chercher en filou le penalty. Spearing ne se fait pas prier et va marquer son 4e but. Et puis après messieurs, le spectacle, place à la jeunesse, place à la folie. Il y a Miladli qui rentre, qui contrôle et qui va nous nettoyer la Lulu de Valette. Alors celui-là, je pense que dans le top 5 de fin de saison, messieurs, des top 2 buts de Toulouse. Tu as Antiste, on peut en avoir 3. Van Den Boomen, Antiste, Adli. Je pense que les 3 ne sont pas très loin du top 10 pour le moment quand même. Donc ça fait quand même plaisir à voir tout ça. Petit fait de jeu, et là, attention, il va falloir qu'on prenne des pincettes, messieurs. Rouault s'est fait exclure sur une faute un petit peu manque d'expérience, mais bon, l'arbitre applique la règle, dernier défenseur, la faute est claire, il a appliqué la règle, il ne l'a pas appliqué cependant. La règle du dernier défenseur n'existe pas. Ah bah si, le dernier défenseur, il existe. Non, c'est annihilé d'action de but. Exactement. Oui, mais dernier défenseur, ça revient un peu au même quand même. Non, faux parce que sinon le gardien se fait expulser aussi. Le gardien peut se faire expulser sur la faute sur Illy. Donc non, c'est vraiment. Et d'ailleurs, si Rouault fait la faute, même si le bloc est un peu plus haut, si Rouault fait la faute encore un peu plus haut, proche de la médiane, c'est pas sûr qu'il se fasse expulser puisque c'est pas forcément une action directe de but. Or là, on est assez proche de la surface de réparation, donc il l'expulse logiquement. Bon, pour un quand même au 30, proche de la surface, on est quand même on est à 30 mètres. 30 mètres hein. Il n'est pas non plus aux abords de la surface. Hein. S'il ne fait pas faute, à mon avis, je pense qu'il peut. Non, mais derrière, ce que veut dire JB, c'est que derrière, il y a un boulevard, quoi. La règle, elle n'existe pas, dernier défenseur. Oui, c'est qu'il annule une occasion, une manifeste de but. Ça, d'accord, mais en attendant, pour moi, elle est un petit peu stupide, sa faute. Et malheureusement, l'arbitre applique la règle. Il prend un carton rouge. Ça nous a mis un peu dans le dur. On rentre direct dans le vif du sujet. Sam, je me retourne vers toi. Tu l'as critiqué un petit peu ces derniers temps. Est-ce que tu gardes ta position sur ce joueur? Est-ce que pour toi, il nous fait quand même pas du bien? On attendait quand même de le voir en étant titulaire. Il a été titulaire là sur 2 matchs.
Statistiquement, il y a 2 buts, un péno. Maintenant, dans le jeu, analysons un peu plus en profondeur. Ça donne quoi, Rhys-Ilé? Eh bien, ça donne, au-delà des statistiques, ce qui est quand même, j'en conviens, quelque chose de primordial dans le football moderne. On en donne la part belle en ce moment. Eh bien, dans le jeu, ça donne qu'en première période, c'est à l'image de l'équipe tout entière, exception faite de Manu Koné, comme je disais tout à l'heure, qui a été très bon et qui surnage la première période. Sinon, à l'image de l'équipe, son duo avec l'ami Vakounbayo qui capitalise depuis quand même, je sais pas, ça va faire 2 mois le match de Grenoble, là, le doublé. Oui. Voilà, donc voilà, il capitalise depuis 2 mois sur ce match, sur son doublé à Grenoble. Bon, voilà, il faudrait peut-être en parler un jour de lui aussi, mais il est. Sinon, on va y venir. Ouais. Voilà, sinon il est dans le jeu, c'est faible. Après, il me fait mentir, tant mieux. Mais moi, je veux pas être de ces personnes. En fait, je suis très content, si tu veux mon avis général sur du fait qu'il soit décisif et qu'il nous apporte quelque chose. Tu vois, je reste supporter du TFC avant tout et je suis très content que ça se passe bien comme ça. Maintenant, ce qui au début de saison était la priorité des supporters, c'était d'aller chercher une victoire à tout prix. Et quand on a gagné contre Auxerre, voilà, ça nous a libérés dans la tête et tout ça. Et dorénavant, moi, en tant que supporter du TFC, j'aimerais qu'on gagne en étant capable de produire un peu plus, tu vois, avec la manière, en ne jouant pas qu'une mi-temps, avec des joueurs, en alignant des joueurs qui sont capables de tenir un peu plus le ballon, d'être plus intéressant dans le jeu, de participer au jeu, tu vois. Et Rhys-Ilé, dans le jeu, ça reste très faible. Voilà, j'en démords pas. Après, je suis, comme je le disais, je conclurai là-dessus, très content que ça marche pour lui. Mine de rien, je suis pas sûr que ce soit quand même… là, il sort sur sa bonne vague et tout, très bien. Je demande à voir dans la continuité d'une saison s'il sera… En attendant, ça, moi, je rejoins sur certaines choses, mais en attendant, à chaque fois qu'il est rentré, il a quand même été déclencheur décisif. Là, sur les 2 matchs, il fait quand même 2 super bonnes apparitions. Moi, je pense, et ça, ce n'est que mon avis personnellement, et voilà, si vous voulez me tomber dessus, ça sera moi. Rhys-Ilé, c'est un mec qui est faible tactiquement, qui est faible techniquement. Je dis bien faible, attention. Mais le mec, il a un sens du but incroyable. On l'a vu face à Niort. Ah oui, son plat du pied, il faut le mettre. L'appel de balle à Nancy est bon. Et surtout, il a la grinta. Et pour la Ligue 2, pour moi, je dis bien, c'est personnel. Je pense que ça peut suffire. Ça va suffire largement. Okay. Je pense que ça va suffire sur des fins de match, sur des trucs. La preuve, pour le moment, ça nous donne raison. Je ne dis pas que ça en fera un grand attaquant. Je ne dis pas qu'il va partir en première ligue l'année prochaine. Je ne te dis même pas ça se trouve s'il jouera en Ligue 1 l'année prochaine. Pour la Ligue 2 cette année, pour le TEF, pour moi, je pense que voilà. Moi, je suis un amoureux des meufs un peu techniques, tu vois, à la Benzema. Tu n'en auras pas en Ligue 2. Alors, si je dis pas de bêtises, hormis sa première rentrée qui est catastrophique où il se fait expulser, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, parce il s'est pas fait expulser. Il prend un jaune. Il prend un jaune où il aurait pu prendre un rouge dessus. Un jaune orangé, parce qu'il y a beaucoup trop d'engagement. Après, à chaque fois où il est rentré, il est décisif. Il marque, il obtient des pénaltys, il provoque. Dans l'activité défensive qu'il faut mettre quand même, surtout quand tu joues en 3-5-2, il est très présent pour retarder la sortie du ballon. Il est très présent au pressing. Il est super intéressant à ce niveau-là. Et après, faible techniquement, il faut regarder les ballons qu'il a. Mais enfin, contre Nancy, l'enchaînement sur le second but, un mec faible techniquement, il n'en est pas capable. Il fait un enchaînement comme ça, où il rate une reprise de volée. Il est super intéressant dans ses prises de balles. Les prises de balles en profondeur, les contrôles, les enchaînements contrôle-frappe sur lesquels il a marqué des buts à chaque fois. Je suis désolé, mais si tu es faible techniquement, tu n'es pas capable d'en réussir plusieurs. Donc voilà, je trouve que c'est une grosse mode d'aller taper sur Rhys-Ilé en disant il n'a pas le niveau. En attendant, entre le nombre de buts qu'il a marqués, le nombre d'occasions qu'il crée, les pénaltys provoqués, pour un mec qui n'a pas le niveau Ligue 2, c'est plutôt pas mal. Et quand je vois que je me suis fait tomber dessus, parce qu'il ne faut surtout pas critiquer Anthony Rouault, parce que les statistiques étaient phénoménales,
Et là, il n'a pas le niveau Ligue 2 alors qu'il a des statistiques phénoménales. Donc, au bout d'un moment, il faut. Non, mais il est. Moi, quand je dis faible techniquement, moi, Yves, je te rejoins sur le fait que sur le devant le but et tout, il est techniquement ce qu'il réalise, c'est propre. Quand je disais faible techniquement, personnellement, c'était plus dans le jeu. Mais je te mets dans la même sauce un Bakun Bayo et je te mets dans la même sauce peut-être pas Koulou qui est un peu plus, je trouve un peu plus fin, mais c'est pas les mêmes profils après. Mais il a parlé de Ben Yedder, c'est sûr que par rapport à Ben Yedder, c'est faible techniquement. Pour la Ligue 1, par exemple, je pense que ce sera un peu plus faible. Mais pour nous, pour la Ligue 2 et pour ce qu'il fait, ça suffit. Je vais passer pour un vieux con, mais rappelez-vous d'un joueur comme Filippo Inzaghi. Ah, mais oui. Une catastrophe qui marchait, qui foutait rien, et pourtant il a planté des wagons de buts parce que le mec avait un sens du but juste incroyable, qui savait se placer. Je vais me comparer Riccioli à Inzaghi, donc. Pour concrétiser. On en a fait plein. Mais c'est pas une comparaison, mais de dire qu'un mec est faible techniquement, voilà, c'est exactement la même comparaison avec Giroud. C'est très à la mode de cracher sur Giroud, qui met des wagons de buts, qui réussit toujours à faire mentir. À Chelsea, tous les ans, on lui dit qu'il faut dégager. En fin de saison, tous les supporters lui disent merci parce que dans les moments décisifs, il a toujours été là, il a planté des buts et par moments, il a même sauvé l'équipe à bout de bras. Et il est pour le moment, on est un peu dans le même cas. C'est l'un des mecs les plus fiables qu'on ait devant. Et puis on se plaignait du manque d'efficacité offensive aussi. Et là, on l'a vu quand deux matchs. Il a un vrai sens du but. Voilà, et des joueurs comme ça, on en a besoin dans un effectif aussi. Il a quand même un profil qui est différent de Bayo, de Antiste, qui se procure, je vais parler de Antiste, et qui se procure pas mal d'occasions, mais qui vendange devant. Lui, à chaque fois qu'il a une occasion dans la surface, il est juste simple et efficace. Il arrive à provoquer des occasions et marquer souvent. Donc, Vincent, il a une réaction sur Ilé. Il y a plusieurs réactions par rapport à ce débat-là. Bon, là, c'est en train de s'enflammer. Vous avez un petit peu attisé la passion des supporters toulousains. On n'a pas vu autant d'entrain que pour les manifs contre Soukas. Bref, par rapport au fait qu'il faudrait relativiser, car on est un petit peu focus sur le TEF et que pour les personnes qui regardent beaucoup d'autres matchs de Ligue 2, c'est catastrophique. Hein. En gros, de ce que je lis, il est largement le plus technique des attaquants dans n'importe quelle autre équipe. Je schématise, hein, mais c'est à peu près pour dire ce qu'il en ressort. C'est le Vardy de je passerai sur des critiques de Samuel, Div et les déclarations d'amour à JB que je partage. Non, mais messieurs, il est bon. Voilà, en attendant, il est décisif et ça, c'est important. On ne va pas non plus trop s'attarder sur lui. Hier, messieurs, dans le match face à Nancy, aussi, je trouve qu'il a encore rayonné et qui est encore au rendez-vous, même deux, j'en ai même trois, je vais mettre mes trois, c'est les milieux de terrain. Je trouve que notre milieu de terrain était bon, que ce soit Spearing, Koné ou des Jagereux. Alors, tu n'as pas vu la première mi-temps. Moi, en deuxième mi-temps, alors oui, en deuxième mi-temps, moi, je les ai trouvés bons. Catastrophique, et la première mi-temps catastrophique, elle est extrêmement liée au fait que De Jagereux et Spearing, on ne les a pas vus. Ok, ben moi, sur la deuxième mi-temps que j'ai vue. À chaque fois, ils ont eu le ballon quasiment en première mi-temps, ils l'ont perdu. Ils ont été transparents, ils ont fait une première mi-temps catastrophique. C'est l'inverse du match à Amiens, en fait. JB. Alors déjà, je suis assez choqué. Déjà, je vais vous dire un truc par certains propos de supporters sur les commentaires. Enfin là, les mecs, vous prenez la tête pour rien. Il y en a et ça part en débat, etc. Ça va, on parle du TEF, on sait d'où on vient. On a quand même le droit de donner chacun notre avis, bon ou pas bon, et on n'est pas catalogué comme bon ou mauvais supporter. Ça, c'est pour le coup de gueule. Ensuite, par rapport à Riccioli. Non, mais par rapport à Riccioli, le problème de Riccioli, je vais vous dire, on aime, on n'aime pas. En tout cas, force est de constater effectivement que dès qu'il joue, il est décisif. Je pense que ça a été un super sub. Quand il est rentré, il a toujours effectivement provoqué un péno où il a marqué, comme contre Auxerre ou comme contre… je ne sais plus quand est-ce qu'il a marqué, bon, peu importe. Mais ce qui lui a manqué contre Niort, durant une bonne partie du match, et ce qui lui a manqué sur la première mi-temps de Nancy, c'était des ballons. Ouais, alors, je ne suis pas un pro-Ili. Et je pense que Riccioli, ce n'est pas un super joueur. Mais ceci étant dit, quand il n'a pas de ballon, nous, on a toujours tendance, au TFC, on a toujours eu, mais ça c'est historique, nous, en tant que supporters du TFC, on a toujours eu des grands mecs devant, Johan Elmander, Gignac, on leur filait des grands ballons et ils se démerdaient solo devant. Sauf que bon, là, on joue d'une façon qui est totalement différente. Donc, on s'attend à ce que ce soit un petit peu plus technique, que ça joue mieux.
Toulouse ne joue pas bien. Voilà, ça c'est un fait. On joue bien, mais par moment. On joue bien en seconde période, comme contre Niort, comme hier contre Nancy. Sauf que Ricili, dans sa première mi-temps, oui, il a une occasion, effectivement, en première mi-temps, il fait un mauvais contrôle dans la surface. Enfin bon, ça arrive à pas mal de joueurs, mais il n'a pas de ballon. Et pourquoi il n'a pas de ballon? Parce que ça ne bouge pas autour de lui, parce que les milieux de terrain ne lui donnent pas des bons ballons dans la profondeur, parce que les deux pistons n'ont pas centré ou très mal centré. Machado, il a raté tous ses centres. Sam Sada, il était invisible sur la première mi-temps contre Nancy. D'ailleurs, Sam Sada ne fait pas un super bon match. Donc, Ricili, sur le match d'hier, il n'est pas bon dans la première mi-temps, mais globalement, parce que l'équipe n'est pas bonne. Et parce qu'il est accompagné, excusez-moi, par un plot. Vakoun Bayo, voilà. Le problème au TFC, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème en défense et en attaque, on n'a pas vraiment de titulaire en puissance qui se dégage. Comme au milieu de terrain, il y a Spearings qui est bon, Vanden Bomen qui est bon, De Jagereux qui est bon et Koné qui est plutôt bon. En attaque, à chaque fois, on se dit, tiens, on met qui? Ah, tiens, Giannis Santis, il a marqué, le match d'après, il va falloir le mettre titulaire. Tiens, Amin Adli, mais est-ce que c'est vraiment un attaquant? Tiens, Ricili, Vakoun Bayo, il a mis un doublé contre Grenoble. Bon, il a quand même un statut, un totem d'immunité. Koulouris, Koulouris, il a une statue depuis un an. Et finalement, on n'a pas vraiment trouvé notre duo d'attaquants. C'est parce qu'on n'a pas l'attaquant qui nous met tous d'accord. Mais peut-être qu'on ne l'aura pas cette saison. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs joueurs qui sont capables de marquer des buts. Peut-être que Ricili va nous donner des points. Je ne pense pas que ce soit un titulaire extrême en puissance. J'espère qu'il me donnera tort. Je pense que ça peut être un super sub. Il nous manque un attaquant. Mais en attendant, il n'a pas eu de ballon sur sa première mi-temps. Du coup, pour les milieux de terrain, parce qu'on était sur les milieux, donc la première mi-temps apparemment n'était pas bonne. Donc je répète que je ne l'ai pas vu, moi, j'ai vu la seconde mi-temps. Le trio du milieu de terrain en seconde mi-temps était quand même plus intéressant du coup par rapport à la première. Il y a eu de la verticalité, ce qu'on n'a pas forcément vu apparemment en première mi-temps, et c'est ce qu'on demande aussi dans un 3-5-2, mettre aussi de la verticalité et pas que de la largeur. À chaque fois qu'on a été vertical, on a été dangereux. L'ouverture de Jaeger sur Ilé qui obtient le penalty, l'ouverture ensuite avec le centre de Jagereux sur le premier but. Enfin, c'était quand même assez intéressant. Donc, un réveil plus en deuxième mi-temps. Et là où je te rejoins, JB, c'est que cette année, on n'a pas de match référence. On a des moments référence. Oui. Première mi-temps à Amiens. Ouais, on a des mi-temps. On a des minutes à Nancy. Si on colle tout petit bout, on peut faire un match. Mais ça sera sur 3-4 matchs. C'est pour ça que moi, je dis. On ne l'a pas encore. C'est pour ça que moi, je dis. Je veux voir ce qui va se passer quand on aura une équipe où on intégrera qui vous voulez devant, Ricilé, si c'est Ricilé qui est dans la hype de Garande, et qu'on sera capable, moi j'attends, qu'on soit capable de produire des prestations de qualité sur 2 mi-temps et sur plusieurs matchs de suite. Et là, si Ricilé, effectivement, c'est le cadre qu'on attend, et bien à ce moment-là, je ravalerai ma salive et je dirais que je m'étais trompé. Et en attendant, je pense pas que ce soit un cador. Je pense pas que ce soit un cador. Il va falloir que Garande, tant qu'il n'a pas un joueur qui est capable de tenir toute une saison, il va falloir qu'il jongle malheureusement avec les formes du moment. Voilà. Et la forme du moment contre Grenoble, c'était Vakoun Bayo. Ça peut être Giannis Santis qui, quand même, alors on lui crache un peu dessus là, depuis 1 ou 2 matchs, mais bon, il nous a quand même sauvés contre Clermont. Il fait quand même un bon match. Il nous permet de prendre un point. Contre Valenciennes, il rentre, il met une tête. Enfin bon, Giannis Santis, ça reste quand même un bon joueur par rapport à ce que. Voilà. Après, oui, c'est sûr, sur le côté gauche, il n'est pas bon et tout seul en pointe avec Amin Adli, ça n'avait pas marché sur l'avant-dernière rencontre à Chambly. Il va falloir qu'il jongle avec les formes du moment. Et la forme du moment, c'est Vanden Bomen et c'est Ricili, 2 joueurs qui étaient remplaçants il y a 15 jours. Voilà, c'est malheureux. Ça veut aussi peut-être dire le niveau de certains autres joueurs qui auraient dû être au niveau. C'est Vakoun Bayo. Et d'ailleurs, Bayo, parlons-en un petit peu parce que Bayo, comme tu l'as dit, il a un total d'humilité depuis Grenoble. Bayo, ses prestations, elles sont quand même assez timides depuis quelques temps. Et lui, dans le jeu aussi, pour le coup, il est assez faible techniquement. Après, je te reprends, Yves, sur tes propos. Comme tu me dis toujours, on est en Ligue 2 et au TFC. S'il est venu chez nous, c'est que ce n'est pas non plus un craquito. Je l'entends. Mais ça commence à être compliqué pour Vakoun Bayo. Alors, il a des phases intéressantes. Mais il a l'image un peu de l'équipe, je trouve. Il a des phases intéressantes de temps en temps, des petits coups. Son jeu de haut but sur le premier but d'Ilé, et c'est lui qui déclenche le départ. Mais voilà, c'est des petits coups de folie qui vont durer 2-3 minutes. Après, dans la continuité, c'est reste. Mais c'est pareil sur nos attaquants. Là, on est très sévère avec eux. Mais il ne faut pas oublier, il faut revenir sur ce que disait JB.
Ils sont pas toujours bien achalandés non plus. Ils ont beaucoup de ballons où ils doivent se battre. Si tu prends le match contre Niort, là où il a été intéressant aussi, c'est que sur les longs ballons, alors qu'il rendait une tête à tous les défenseurs centraux niortais, il a été capable d'aller prendre des ballons de la tête, alors qu'il aurait dû se faire manger dessus. Voilà, après, le problème, c'est, je pense pas qu'on ait des mauvais attaquants. On a juste un manque de complémentarité, un manque d'automatisme encore, et on n'a pas trouvé le duo vraiment complémentaire entre les deux. On a vu que Adli avait plus brillé quand il tournait autour de Koulouris, que ça avait l'air de fonctionner un peu plus. Bayo Antiste, ça a eu fonctionné au début. Là, depuis que Bayo est revenu de blessure, il est un peu dans le dur, donc c'est un peu moins vrai. Voilà, on n'a pas trouvé la formule qui fonctionne. Alors, je ne pense pas que ce soit tellement le niveau des mecs qui soit à remettre en cause, mais c'est plus la complémentarité entre tout le monde. Et il faut leur donner des bons ballons. Quand on voit que les ballons, quand les ballons arrivent bien et propres, on arrive à en faire des choses intéressantes. Vincent, toi, tu voudrais mettre ton poste à l'honneur et tu aimerais nous parler de Maxime Dupé et de ses fameuses sorties aériennes qui t'ont fait un petit peu peur. Ouais, c'est revenu sur le devant de la scène. C'est quasiment la première occasion du match contre Nancy. Une sortie assez hasardeuse. Je sais pas. Michael Landreau a dû apprécier derrière sa télé, je pense, des sorties pareilles, mais c'était dingue, quoi. Derrière, on ne prend pas le but, on ne sait pas comment on ne le prend pas. Il est pas il est assez paradoxal, quoi. Il va faire des arrêts vraiment très bons. Mais d'un autre côté, il est pas rassurant tout le temps. Il y a des sorties qui sont en retard, tout simplement. Il y a des sorties qui sont pas rassurantes. Et d'un autre côté, il y a des sorties qu'il va faire sur des corners, il va s'imposer, il va vraiment surgir au-dessus de la défense. Et je ne sais pas si c'est le niveau très moyen de sa défense qu'il ne met pas en confiance, ou si sa défense n'est pas en confiance, mais il y a quand même un lien entre défense moyenne et le poste de gardien de but, quoi, je trouve. Ouais, c'est intéressant. Qui est quand même marrant. C'est sûr que sur les coups de pied arrêtés, on est toujours en difficulté par rapport à ça. Après, c'est pareil, comme disait JB, il faut se calmer un peu. Je suis tombé sur des postes et pourtant, j'ai été le premier à l'attaquer sur ces sorties aériennes où, en gros, Dupé n'avait pas le niveau, il fallait carrément le dégager du tête. Non, après, il s'est amélioré. Il s'est amélioré quand même. Il faut rester calme. Il est très mauvais sur ses sorties aériennes. Il s'est amélioré quand même. Là, il a été, là sur les 2 derniers matchs, ça a été relativement catastrophique. Et il est abandonné par sa défense. Forcément, ça a un lien de cause à effet, mais c'est un lien double. C'est-à-dire que le gardien n'étant pas rassurant, la défense est un peu fébrile, et la défense étant un peu fébrile, ça n'aide pas le gardien à être rassuré. Donc là, c'est tout le monde à mettre dans le même sac, et tout le monde est autant coupable sur ce coup-là. Mais c'est sûr que si Dupé était très bon dans les sorties aériennes, j'en reviens toujours au même postulat, Nantes ne l'aurait pas vendu au TFC, à mon avis, vu son niveau sur sa ligne et ses réflexes. En attendant, ça fait 2 victoires d'affilée, messieurs. Un match qui sentait un peu le piège à Nancy. On prend 6 points sur la semaine. JB, tu veux ajouter un dernier truc avant de conclure? Non, ouais. Un dernier truc quand même. C'est marrant parce qu'on gagne, mais on sent qu'on n'est pas rassurés tous. Mais non, on ne l'est pas. Il fait à droite, à gauche. Non, on ne l'est pas. Parce que le contenu, il n'est toujours pas optimal. On maîtrise pas encore assez nos matchs. Mais on peut pas être rassuré en jouant qu'une mi-temps. C'est impossible. Ouais, mais tu vois, regarde, Samuel, je suis d'accord avec toi. Mais, ouais, le truc, c'est... Mais non, mais on peut pas se contenter de ça. Ça ne marchera pas. Sur le long terme, ça ne marchera pas. C'est ce que j'ai dit. On s'en fout du long terme. On veut remonter en Ligue 1 à la fin de la saison. Et point barre. Là, messieurs, pour le moment, on est en train de se chercher. Il y a quelque chose qui est en place. On gagne nos matchs. C'est vrai que le contenu, il n'est pas forcément bon. Et je pense qu'il faudra qu'on s'y attarde un petit peu plus, même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Mais en attendant, on a les résultats. Je suis d'accord que ça va durer peut-être un certain temps. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Pour le moment, on est 4e. On est sur une semaine où on a pris 6 points sur 6. On va recevoir Guingamp. On va faire la prévue juste après. On peut potentiellement prendre 9 points. On est à 10 points du PFC il y a 2 journées. On est à 5 points. Pour la Ligue 2, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui ont roulé sur le championnat en faisant des contenus, des matchs de A à Z très, très bons.
Il doit y en avoir une ou deux dans les dernières années, mais il n'y en a pas des masses non plus. Dans aucun championnat, en Ligue 1 non plus. Et puis, des équipes à qui on promettait qu'ils allaient s'écrouler parce que c'était toujours moyennasse, etc. Je vous rappelle le Montpellier champion, qui est champion en gagnant quasiment tous ses matchs 1-0, en se faisant peur régulièrement et à qui on disait ça ne tiendra pas, ils vont s'effondrer, ils ont tenu jusqu'au bout. Donc voilà, il faut rester critique et savoir ouvrir les yeux. Il faut essayer d'avoir. Sauf que Montpellier, ils n'avaient pas Vapoun Bayou, ils avaient Olivier Giroud. Giroud, ça fait 2 fois qu'il revient, les gars, quand même. Donc voilà. Bon. Bon, allez, on enchaîne. On enchaîne parce qu'il nous reste quelques minutes pour faire la preview sur Guingamp. On est sur Facebook, on fait ce qu'on veut. On a envie de parler, là. On a envie de parler, là, Camille. Mais moi, je respecte les créneaux. Regardez les créneaux. Du coup, pour TFC Guingamp, on les reçoit, messieurs. 14e. 3 points du premier relégable. Leurs 5 derniers matchs, il y a 4 matchs nuls, une défaite. Leur toto, c'est 3 victoires. C'est cruel un peu le dernier match. Hein. Oui, très cruel, c'est vrai. Il y a surtout une petite fracture qui est en train de naître avec les supporters, messieurs, puisque un collectif de Guingamp a déposé une lettre ouverte pour signaler un peu leur mécontentement suite à la situation du club. Plus de 1000 signatures ont déjà été signées. Donc, du coup, ça sert un petit peu la crise du côté de Guingamp, ce petit club que quand ils étaient en Ligue 1, on aimait bien, qui nous faisait des beaux parcours en Coupe de France, en Europa League même. Mais là, ça pue un peu du cul. Est-ce que ce ne serait pas le moment de les enfoncer, messieurs, ou alors la traditionnelle FC Relance est de retour ou pas samedi? Non. Après, tu sais jamais, ce club, le TFC, c'est-à-dire le problème du TFC, ça a un lien avec la constance que nous n'avons pas, c'est que tu ne peux pas te projeter. Tu peux pas. Cette équipe, c'est ce que je disais hier sur un tweet. Je disais cette équipe est injouable. Elle est injouable parce que même en étant mauvaise, même en prenant un rouge, même en jouant qu'une mi-temps, elle s'en sort toujours. Voilà. Donc tu sais pas. Elle est injouable. Il faut nous marquer 5 buts pour nous battre avec des scénarios de fous furieux qui sortent d'un quadruplé d'un latéral. Bon voilà, c'est digne du doublé de Thuram en demi-finale. Cette équipe, tu peux pas faire de plan sur la comète, encore moins dans un championnat de Ligue 2 où tu vois que les blocs ils sont quand même assez bas, où ça défend quand même pas mal, c'est physique, il y a des équipes à l'extérieur, elles se livrent pas beaucoup, tu vois, tu es obligé d'avoir une inspiration comme Van Den Boomen là, qui met une frappe de 25 mètres pour débloquer une situation. Donc, dire qu'on va atomiser ou faire couler Guingamp, attention, parce que je le répète, le dernier match de Guingamp, le résultat est très cruel, voire trompeur. Retour de pensionnaire de Van Den Boomen et Amiens. Et Diakité en défense. Et Diakité en défense, il n'y a pas de débat parce que Rowe est automatiquement suspendu. En effet, ça sûrement du 3-5-2. Moi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'à votre ami Koulou, genre c'est mort? Il peut pointer le bout de son nez même sur la feuille de match. Clairement, Garand a été clair pour le moment. Koulouris, le problème est à l'entraînement. Il n'en fait pas assez à l'entraînement et c'est pour ça qu'il est écarté. Donc, il va falloir qu'il se comporte comme un vrai professionnel à l'entraînement s'il veut espérer réapparaître sur la feuille de match dans un premier temps. Garand l'a dit dans ses interviews, voilà, Koulouris, le problème est à ce niveau-là. Bon. Un des défis de Patrice Garand jusqu'à la fin de la saison, c'est de conserver l'état d'esprit qui est actuellement à 99,99% dans le groupe. Je dis 99,99% dans le groupe parce qu'il y a toujours des mecs qui sont un peu… Diakité hier sur le banc, ça ne lui a pas plu forcément. Koulouris, ça ne lui plaît pas du tout. Il y a le cas Adil Taoui. Enfin, voilà, il y a 2-3 joueurs qui ne sont pas contents forcément de leur sort, mais ça, c'est dans toutes les équipes. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, on en débat, on ne sait pas qui va jouer, quelle attaque faut mettre, ça tourne. Tu fais quoi samedi? Tu sors qui pour mettre Van Den Boomen? Tu laisses Van Den Boomen sur le banc? C'est ça le souci aussi. Et ça va être un vrai défi. Donc, on parle de Koulouris. Koulouris, c'est une surprise pour personne. Il a
absolument détesté ce qui s'est passé il y a 15 jours quand il est revenu de la trêve internationale. Je comprends d'ailleurs. On a mis en place un avion privé de Gabrielsen pour le faire entrer et pas lui. Derrière, il n'était pas dans le groupe et il n'est toujours pas dans le groupe depuis 15 jours. Et a priori, je ne vois pas comment il pourrait, sauf blessure de dernière minute, je ne vois pas comment il pourrait être dans le groupe samedi. Il est hors du groupe et il va falloir qu'il en fasse 3 fois plus à l'entraînement. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est capable d'en faire 3 fois plus à l'entraînement? Pas sûr. Et je pense que ça arrangerait le club et que ça arrangerait Koulouris de partir en janvier. Donc pour Koulouris… Parce que le salaire de Koulouris, ce n'est pas le plus faible de l'effectif. En plus. Donc voilà. Donc non, il ne reviendra pas. Et donc, c'est ce que tu vas nous dire, Camille, derrière. C'est quelle composition on met contre Guingamp. Mais qu'est-ce qu'on fait au milieu de terrain entre De Jagereux, Koné, Spearings et Van Den Bomen? Il y a 3 places. Éventuellement, Oui, dis-moi. Moi, je me brûle. J'enlève Koné. Ouais, parce que pour tester Van Den Bomen, De Jagereux et Spearing en même temps, ça n'a jamais été tenté. Et comme on a joué déjà 2 matchs, pourquoi pas? C'est pas la solution, c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est juste pour essayer parce qu'il y a 3 techniciens et que je pense que ça peut le faire aussi. Tous les autres ont soufflé sur un match, c'est le seul qui n'a pas soufflé. C'est pour ça, dans la logique de Garand. Voilà. Ça pourrait, mais après l'avantage qu'il y a, c'est que comme à chaque fois, comme je le disais la semaine dernière quand on a eu le débat pour Niort, savoir qui on sortait en défense et où moi j'avais dit que je voyais Rouault souffler, où je me suis fait tomber dessus, mais c'est pas grave. Tous les choix que peut faire Garande, il n'y a rien qui est indiscutable et il n'y a rien qui serait illogique en fait. Donc voilà, donc après, c'est chacun selon ses goûts, ses envies et en plus, Garande a pour lui la chance et l'immunité actuelle, c'est que quels que soient les choix qu'il fait, il y a 3 points au bout, point barre. Donc, comme… l'objectif de samedi, de toute manière. C'est comptable, tant qu'il ramène les 3 points à chaque fois, il fait ce qu'il veut. Et de toute façon, il fera ce qu'il veut, c'est lui l'entraîneur. C'est pas faux. De toute façon, ça sera sûrement un 3-5-2, on va pas se mentir, samedi. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr que le milieu de terrain, on va voir, ce sera là peut-être. C'est sûr que Machado sera à gauche. C'est sûr que Dupé sera dans les cages. Diakité, Gabrielsen, Amiens. Et après, tu peux tout faire tourner comme tu veux. Moreira, je pense qu'on prendra le rôle de piston à droite. Et après le milieu, on verra sur les 4 qui jouera. Messieurs, c'est le moment tant attendu par tous. Les pronos. Exactement. Et tiens, mon petit Samuel, tu es à l'honneur en premier. Donne-moi ton petit pronostic et ton buteur. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Merci, Camaro. Donne-moi ton prono, ton buteur, bébé. Je mets 203, victoire de Toulouse. Allez, but de Ricili. Allez, il va le faire. Il va mettre Ili. Il va mettre Ili. Non. But de Janis Santiste et de Jagereux. On gagne 2-1. Ok. JB. C'était à Sablatrilli, JB, je te jure. T'as dit quoi? C'était à Sablatrilli. Ah ouais, mais je sais bien, je t'ai senti, je te connais. Putain, j'ai envie de dire victoire, mais ça fait combien de fois? Ça fait des années qu'on n'a pas gagné 3 matchs en une semaine sur les matchs à 3. Faire 9 sur 9, ce serait exceptionnel. Donc, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui le font. Ouais. C'est ça. Le match nul qui pue, là, tu sais, le 1 partout. Là, bon 0-0 des familles. C'est le match mardi. Et ben bon, c'est le pronostic. Donc, 1 partout. Je suis désolé, 1 partout, mais j'espère évidemment une victoire du TEF, 1 partout, but de… vous attendez que je dise Ili, hein. Non, je vais dire Van Den Bomen. Non, je ne vais pas dire Van Den Bomen, je vais dire Diakité. En fait, tu vas dire 2-0 pour le TEF, c'est ça? Non, je vais dire 1 partout. Ça va. 1 partout. Il va te faire 14 pronos si ça me dit. 1 partout, but de Diakité de la tête sur un corner de Van Den Bomen. Voilà, c'est bien. Je suis Diakité, je voulais le prendre. Bref. Yves, il y a 2 buts à la semaine qui ont été mis en 2 matchs. Fais gaffe. Ouais, je sais. Oui, mais bon, comme quoi, ça prouve bien que j'avais toujours raison. Quand on tente de loin, ça rentre. Ça, c'est un classique. J'espère un clean sheet. Donc, on va dire 2-0. Et pour les buteurs, Spearings de 25 mètres.
Ça change. Et il est parce que je l'ai toujours défendu, je lui ai toujours fait confiance. Vincent. Eh bien, en hommage à ce match qui est quand même le combo Rico, je vais dire 0-0 avec pas une occasion intéressante du côté de Guingamp. Et peut-être un cadré pour Toulouse. Combo Rico. Nathan, c'est horrible le combo Rico. Allez, moi je vais partir sur un 3M et dédicace à Samuel, le triplé de Rissi. Ouais. Il ne faut pas oublier que je suis mort sur notre Figaro. Si tu as un triplé de Rissilé, mardi prochain, on n'a plus Samuel parce qu'il s'est suicidé entre-temps. Hein. Post-hype. Oh là là. On en reparlera, les gars. On en reparlera. Moi, je suis chaud de les émissions, la saison est longue. Il y a des émissions. Mettez vos bûches dans le feu, là. Réchauffez-vous. On en dira des conneries, oui. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais tenter un 2-2. C'est prolistique au stadium. Diakité, je suis d'accord. Et on va mettre 2 Jagereux. Voilà, messieurs, pour nos pronos. Mais messieurs, je vais vous remercier à tous parce que cette émission va se terminer. Je suis vraiment déçu. Je voulais vraiment participer à un quiz, tu vois. Mais il n'y en avait pas de prévu. Désolé. C'est vraiment dommage. Je vais remettre une petite couche. JB, d'ailleurs, tout à l'heure, l'a un petit peu dit, il a fait un petit coup de gueule. Et moi, je vais remettre une couche. Je rappelle que cette émission, messieurs, est ouverte déjà à tous. Tout le monde peut avoir la parole. Tout le monde peut être invité. Il n'y a pas de bons ou de mauvaises personnes qui ont la science infuse. On a tous notre avis. On n'est pas des bons ou des mauvais supporters. On n'est pas des bons mecs ou mauvais mecs qui vont bien analyser ou mal analyser. On est juste là pour donner notre avis. Des fois, on peut se tromper. Des fois, on peut avoir raison. Voilà, la parole, elle est ouverte à tout le monde. Aussi, vous êtes tous les bienvenus parce que cette émission, la base, et c'est toujours cette base-là qui règne, c'est une émission pour les supporters, faite par les supporters. Et ça, je suis désolé, il y a toujours un mec qui a toujours raison, c'est Camille, parce que comme il est auvergnat, c'est toujours ni oui ni non, et vous avez 2 choix à chaque fois. Donc, au moins, il se trompe jamais. Camille, c'est quoi ce discours-là? C'est pour nous rappeler qu'il y a le discours. Non, parce que il y a Misra dans 2 semaines, c'est ça? Non, c'est un discours parce que mais c'est un discours parce qu'il y a des choses qui sont des fois un petit peu virulentes ou quoi, et on n'est pas là pour ça non plus. Et tout à l'heure, JB l'a dit, je l'avais pris déjà depuis. Mais c'est pas grave, c'est le jeu des réseaux sociaux, on a l'habitude. Oui. Non, mais c'est mais on est là aussi pour aussi ouvrir la parole, que ces gens viennent. Nous, on veut discuter. Et je pense que tous ceux qui sont venus vous le diront, on ne mord pas. Au contraire, en général, ça se passe toujours bien. Donc voilà. C'est le jeu des réseaux sociaux et chacun peut s'exprimer librement. Et sur ça, je pense qu'on a tous fait. Enfin, bon, voilà. Mais bon, parfois, il y a toujours des mecs dans les commentaires qui se pensent au-dessus ou autre. Mais ça, c'est pas très grave. C'est juste que je pense que c'est important en tant que supporter du TEF, avec tout ce qu'on a vécu depuis 5 ans, qu'on soit unis. Voilà. Il y en a qui détestent Rissilly, ils ont raison. S'il y en a qui le kiffent et que c'est le grand buteur du TEF, ils ont raison. Le Inzaghi du TFC. En fait, mais oui, Pipo, en tout cas, c'est plus un grand attaquant que Mitroglou. Ça reste plus efficace que Mitroglou. Oui, c'est Inzaghi. En tout cas, ce qu'on kiffe, c'est de gagner des matchs. Voilà. Ouais. Après, en tout cas, ce qui ne changera pas ici, et ça, c'est sûr, c'est qu'on sera toujours très exigeant, qu'on gagne ou qu'on perde. On sera toujours chercher la petite bête, messieurs. Bonne semaine à tous, bon match samedi. Merci les violets, merci la feuille de match, merci la 10. On se retrouve mardi prochain, du coup, pas mercredi, mais bien mardi prochain à 20h, en espérant juste retrouver aussi les studios de Radio Occitania. Passez une bonne soirée, bon match de Ligue des Champions, messieurs, et à mardi prochain. Ciao. Ciao.